Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux et surtout des organes en fait qui vont nous permettre de confectionner ces réseaux avec toutes les normes. Alors les réseaux, ils ont pour but en fait de véhiculer un fluide d'un point A vers un point B. Ça, c'est ce qu'on appelle un circuit ouvert. Ensuite, nous avons les circuits fermés. Les circuits fermés, en fait, c'est quand l'eau, le fluide revient au même endroit grâce à un circulateur. Comme un réseau de chauffage, admettons. Ici, on peut avoir une chaudière et ici un radiateur. Donc le fluide va faire une circulation et va revenir à son point de départ. Ici, on est sur du circuit fermé et ici, on est sur du circuit ouvert. En distribution de réseau, il va exister plusieurs types de fluides. Eau, gaz, air comprimé, acétylène, gaz médicaux, évacuation pluviale. Là, on est sur du gaz plutôt médical. Ici, on est sur de l'eau, potable ou pas. Ici, nous sommes sur un réseau d'eau usée. Et ici, nous sommes sur un réseau d'eau pluviale. Le terme réseau s'applique à différentes fonctions. L'eau, c'est un cycle. Un cycle, ça veut dire que ça revient régulièrement. Sur notre Terre, nous avons quoi? Nous avons un soleil qui nous permet de vivre. Sur cette Terre, nous avons des lacs, des rivières, des nappes phréatiques, des lacs souterrains, des montagnes. Le cycle de l'eau, c'est quoi en fait? Toutes ces étendues d'eau, lacs par exemple, grâce à la chaleur du soleil, l'eau en fait va s'évaporer. Sur les rivières aussi, elle va s'évaporer. Qu'est-ce qui va se passer, cette évaporation? Cette vapeur d'eau va rentrer en contact avec une atmosphère beaucoup plus froide. Et ça va devenir des nuages. Dans ces nuages-là, il va y avoir plein de gouttelettes d'eau qui vont rester en suspension. Ces nuages-là, au bout d'un moment, ces gouttelettes-là, elles vont être trop lourdes. Ou ces nuages-là vont rencontrer des massifs montagneux. Il va se passer quoi en fait? Il va se passer qu'il va y avoir de la pluie ou de la neige, tout dépend de la température extérieure. Cette pluie ou cette neige va se déverser sur les montagnes, ça va ruisseler, ça va gonfler les rivières, ça va gonfler les nappes souterraines, ça va gonfler les lacs. Et le cycle va recommencer, c'est-à-dire que l'eau de ces lacs, grâce au soleil, va s'évaporer, va devenir des nuages. Ces nuages vont se gonfler d'eau, ils vont peser de plus en plus lourd, ils vont se déplacer. Lorsqu'ils vont rencontrer des montagnes, l'eau va s'échapper de ces nuages. Ça va alimenter les nappes, les rivières, les lacs. En fait, c'est un cycle sans fin, qu'on appelle le cycle de l'eau. L'eau est captée dans les nappes, souterraines ou pas, les rivières, et elle est ensuite traitée dans les usines. On la traite pour la rendre potable, c'est-à-dire propre à la consommation humaine. L'eau est ensuite stockée dans des réservoirs ou châteaux d'eau pour être distribuée chez les utilisateurs. Ici, on voit bien que l'eau a été captée soit dans les nappes, soit dans des rivières. Elle est acheminée sur un centre de traitement d'eau pour la permettre de la rendre potable et ensuite sur un réservoir d'eau
qui va stocker l'eau. Généralement, ce sont des châteaux d'eau qui sont en hauteur pour pouvoir distribuer l'eau par gravité. Puisque là, évidemment, il y aura de la pression, distribuer l'eau par gravité dans les habitations. Une fois que les habitations sont servies de cette eau, eh bien cette eau est collectée dans un centre de traitement pour la dépolluer et la remettre dans la rivière. Alors évidemment, ça marche bien pour tout ce qui est en plaine. En montagne, il peut y avoir des sources qui vont se déverser. Il va y avoir des captages de sources ou du moins des petites maisonnettes où on va vérifier la potabilité de l'eau et ensuite la distribuer aux habitants. Ça, c'est plutôt dans les zones montagneuses où il n'y a pas besoin de stocker l'eau en hauteur pour la distribuer par gravité. On peut aussi la stocker dans des lacs artificiels. Comment s'organise cette distribution de l'eau? Nous avons ce qu'on appelle le réseau ramifié. On va trouver ce réseau plutôt dans les campagnes, où les distances à parcourir sont grandes et la population de faible densité. Le réseau, il est comme ça. Par exemple, ici, nous avons le réservoir et vous avez ce qu'on appelle les conduites maîtresses. Et sur ces conduites maîtresses, des piquages qui vont alimenter des habitations. Alors, vous voyez que ce réseau, par exemple, il va à un point A et il arrive à un point B. C'est ce qu'on appelle le réseau ramifié. On trouve ça dans les campagnes rurales. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le réseau maillé. Le réseau maillé, on va plutôt le trouver dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations. L'eau, elle, va pouvoir circuler dans les deux sens. Nous avons notre réservoir et l'eau, en fait, va faire une boucle, comme ça, ou dans l'autre sens, hein, peu importe. Et en fait, il va y avoir des piquages d'un côté et de l'autre qui vont aller distribuer les maisons. Vous voyez, l'eau peut circuler un petit peu dans les sens qu'elle veut quand il y a une demande de puisage. L'avantage de ce réseau, c'est que nous avons des fermetures un petit peu partout. Donc si jamais il y a un petit souci, on peut couper une partie du réseau, alors que sur le réseau ramifié, par exemple, si on devait intervenir sur cette canalisation là, si la première coupure est ici, bah, tout le quartier ici là ne va plus avoir d'eau. Du réseau de distribution aux particuliers. Chaque branchement sur le réseau public de la conduite de distribution d'eau se fait par les services qui en ont en charge l'entretien du réseau. Le branchement a été réalisé on appelle ça en charge, par une machine spéciale avec des colliers de prise en charge. Alors ça veut dire quoi? En charge, ça veut dire que l'eau n'est pas coupée dans la tuyauterie. La tuyauterie est percée au diamètre qui convient, sans avoir besoin de couper l'eau et vidanger la canalisation principale. Voilà, ici, on voit bien un collier de prise en charge. En fait, sur ce collier, on a une bride qui est maintenue par des vis que l'on ouvre au diamètre de la tuyauterie. Et ici, on va fixer une vanne. Et dans cette vanne, on va envoyer une mèche qui va aller percer le tube. Et lorsque le tube est percé, l'eau va s'écouler, enlever les débris et nous allons pouvoir fermer notre vanne. Voilà, c'est ce qu'on appelle un piquage en charge. C'est-à-dire que l'eau n'est pas coupée. Le raccordement sur la conduite est équipé d'un robinet posé au fond de la tranchée qui se manœuvre avec une
On appelle ça là, une clé à bouche. En fait, cette clé, on l'enfonce ici, là, et elle va récupérer la vanne ici, où il y a un carré, et qui permet de fermer ou d'ouvrir l'eau. Alors ces robinets de commande, là, ils ne fonctionnent qu'en quart de tour. Ils sont généralement en bronze, et le sens de fermeture et ouverture est à l'envers. Donc la première fois que vous allez ouvrir ou fermer ce type de vanne, sachez que c'est à l'envers. Ici nous avons la conduite du réseau public. Ici nous avons notre collier de prise en charge. Alors là par exemple on peut imaginer que ça a déjà été fait la première fois, donc il n'y a pas de vanne là. Donc la vanne se retrouve au milieu de la chaussée, ici. Et ensuite on part de là et on va alimenter le particulier qui est ici. Toute cette partie du réseau, c'est le réseau public. Les réseaux d'alimentation eau chaude et eau froide. L'eau froide sanitaire va toujours être en bleu. L'eau chaude sanitaire va toujours être en rouge. Le réseau eau froide va être toujours à droite en conduit vertical et en bas en conduit horizontal. Le réseau eau chaude sera toujours à gauche en conduit vertical et en haut en conduit horizontal. L'alimentation en eau froide sanitaire doit être servie à 3 bars, le maximum étant de 3 bars 5. Le réseau du particulier. Le réseau d'alimentation des habitations particulières sont le plus souvent en terrain. Donc il est obligatoire de respecter des distances minimales et des distances entre les conduites selon la nature de celles-ci. Ici nous avons un schéma avec plusieurs réseaux. Le réseau téléphonie qui sera toujours en vert. Le réseau électrique qui lui sera toujours en rouge. Le réseau d'eau qui sera en bleu. Le réseau d'eau usée. Le réseau gaz qui lui sera toujours en jaune. Et nous avons des distances minimales à respecter. C'est-à-dire que par exemple pour un tuyau d'eau, on va ici là, tac, notre distance de profondeur à respecter est entre 0,90 et 1,20 m. Pourquoi une si grande distance? En fait, c'est pour protéger du gel, pour empêcher que la tuyauterie gèle. Le gaz, nous avons entre 30 et 50 cm. Le téléphone, entre 30 et 50 cm aussi. L'électricité à 50 cm. Voilà un petit peu toutes les profondeurs minimales à respecter pour tout ce réseau. Ici, à chaque fois que nous renfermons un tuyau, nous devons mettre un grillage avertisseur qui est de la même couleur que le réseau. C'est-à-dire que si nous avons un réseau de gaz, nous allons mettre un grillage avertisseur de couleur jaune. Pourquoi? Parce que si un jour on veut creuser, le terrassier tombé sur ce grillage, en fait, il va savoir qu'en dessous il y a un réseau d'une nature de gaz ou eau, tout dépendant de la couleur du grillage avertisseur. L'arrivée de l'eau potable dans l'habitation. En fait, lorsque la conduite pénètre dans l'habitation, il faut un moyen de couper cette canalisation, couper l'eau grâce à une vanne. Ça, c'est une vanne. Ça, c'est le symbole de la vanne. La vanne va servir à couper l'eau.
On va ensuite la filtrer. Ça, c'est un filtre Atami avec son symbole. Alors attention, ça va filtrer les petites impuretés, gravillons, sable, etc. C'est tout, hein. Cette eau, ensuite, eh bien, il va falloir la comptabiliser. Grâce à quoi? Grâce à un compteur d'eau. Et ça, c'est le symbole du compteur. Et ensuite, on va empêcher que l'eau revienne dans le réseau public. Il faut empêcher les retours d'eau dans le réseau public. Donc ici, nous avons le symbole du clapet anti-pollution. On va abaisser la pression du réseau public avec le réseau du particulier avec un réducteur de pression. Le symbole est ici. Et si on veut, on peut rajouter une vanne si on a une intervention à faire sur l'un de ces organes pour couper l'eau facilement. Voilà à peu près ce qu'il faut lorsque l'eau potable arrive dans une maison. Alors il y a des organes qui sont obligatoires, par exemple le premier évidemment, pour pouvoir couper l'eau, le compteur et le clapet anti-pollution. Donc ces trois-là sont obligatoires. Je dirais que le réducteur de pression est fortement conseillé et le filtre Atami est conseillé aussi. Le compteur d'eau, voilà le symbole. Il va servir à quoi? Il va servir à comptabiliser le volume d'eau qui est consommé par l'utilisateur. Alors il y a plusieurs sortes de compteurs. Il y a les compteurs première prise, c'est-à-dire qui sont directement après le réseau public. Et puis après, on peut avoir des compteurs, ce qu'on appelle divisionnaires, dans les immeubles par exemple, pour comptabiliser ce que consomme un appartement. Alors vous voyez qu'il y a des chiffres, donc le plus souvent ça se traduit comme ça. Il y a un chiffre en noir et il y a des chiffres en rouge. En fait ça va être en rouge les litres et en noir ce sont les mètres cubes. Je vous rappelle que pour 1 mètre cube, nous avons 1000 litres. Lors de la facturation, on ne va payer simplement que les mètres cubes, pas les litres. Le clapet anti-pollution et le clapet anti-retour. Un clapet anti-retour est un dispositif qui permet de contrôler le sens de la circulation d'un fluide quelconque. Si on a un réseau d'eau qui s'en va comme ça, si jamais on a un retour d'eau qui revient, qui veut revenir dans le réseau public, en fait on va rajouter sur ce réseau-là ce qu'on appelle un clapet anti-retour. C'est-à-dire que l'eau va circuler dans ce sens et pour aller dans ce sens, elle va être bloquée ici, là, par ce clapet anti-retour. Permet le passage d'un liquide, d'un gaz, d'air comprimé dans un sens et bloque le flux si celui-ci venait à s'inverser. Ici, nous avons ce qu'on appelle le clapet anti-retour avec son symbole ici. Et ici, nous avons ce qu'on appelle le clapet anti-pollution. Plus on va s'en servir simplement quand on arrive dans la maison, juste après le compteur d'eau. Vous voyez la différence qu'il y a entre le clapet anti-retour et le clapet anti-pollution. Là, nous avons notre clapet anti-retour qui est au milieu des deux petites purges. Voilà la différence qu'il y a. Et sur le symbole, ils sont matérialisés ici. Le disconnecteur. Voici le symbole du disconnecteur. Alors on voit bien par exemple que nous avons 1 et 2 clapets anti-retour dans cet organe. Et nous avons ici une mise à l'égout. C'est un organe de protection de lutte contre les phénomènes de retour d'eau. Voici
des exemples de disconnecteurs. Nous avons le disconnecteur CA qui lui est non contrôlable et le disconnecteur BA qui lui est contrôlable. Contrôlable grâce aux petites entrées ici où on peut visser des manomètres pour vérifier les pressions. Le CA, lui, il est obligatoire dans les remplissages de circuits chaudière, chauffage, sur les chaudières de moins de 70 kW. Et celui-ci est obligatoire sur les chaudières de plus de 70 kW, ainsi que pour le circuit d'arrosage au sol. Par exemple, si ici nous avons une chaudière avec un réseau qui va alimenter des radiateurs. Voilà, donc ça c'est un circuit chauffage. Et bien ce circuit qui est un circuit fermé, il va falloir l'alimenter en eau froide pour le remplir. On va mettre une vanne et un disconnecteur pour remplir notre circuit chauffage et empêcher des retours d'eau du chauffage vers le réseau privé. Voilà à quoi sert le disconnecteur. Avant de vous montrer le fonctionnement du disconnecteur, voilà un petit schéma d'installation de chauffage avec une chaudière, un circuit radiateur, un aller, un retour. On est sur le réseau chauffage. Ce réseau chauffage, il va falloir le remplir à un moment donné pour que cela fonctionne. Donc on va le remplir d'eau par le réseau eau froide sanitaire qui est ici. Et pour empêcher que ce réseau chauffage qui va être pollué au bout d'un moment, pour empêcher de polluer le réseau privé, on va mettre un disconnecteur pour empêcher les retours d'eau. Là, j'ai oublié de mettre les vannes. Deuxième exemple, un propriétaire décide de récupérer son eau de pluie dans une réserve et qui va alimenter soit des toilettes, soit l'aspersion automatique ou autre cuisine d'été, etc. Le jour où la réserve va être vide, il va falloir quand même que les toilettes soient toujours alimentées, l'aspersion automatique aussi, qu'on va brancher sur le réseau eau froide sanitaire. Pour empêcher que ce réseau d'eau pluviale aille dans le réseau privé, on va installer un disconnecteur. Voici le schéma du disconnecteur. D'un côté, nous avons l'amont et de l'autre côté, nous avons l'aval. Le circuit d'eau se fait dans ce sens. Ensuite, nous avons A et B. A et B, ce sont les clapets anti-retour. Nous avons ici la tige de la soupape de décharge avec son ressort. On va appeler ça C. C'est la soupape de décharge. C'est-à-dire que c'est l'eau va pouvoir s'écouler par ici. En rouge, là, nous avons la membrane. On va l'appeler D. D, c'est la membrane qui permet l'étanchéité entre le réseau amont en bleu et la partie jaune, la chambre intermédiaire. Ensuite, nous avons E, F et G. E, F, G. Ce sont les prises de mesure. C'est pour ça qu'on appelle celui-là un disconnecteur contrôlable. Ils vont contrôler quoi? Grâce avec des manomètres, nous allons pouvoir contrôler la pression du réseau amont en bleu, la pression de la chambre en jaune, je vais le mettre en bleu, et la pression du réseau aval en rouge. En utilisation normale, sans soutirage, le clapet A et B
seront fermés. La pression en amont, c'est-à-dire en bleu, sera supérieure à la pression dans la chambre en jaune. Cette pression en bleu va pousser la membrane et va permettre la fermeture de la soupape C. Pourquoi la membrane va être poussée par la pression qu'il y a dans la partie bleue en amont? Puisque la pression en amont sera supérieure à la pression jaune à cause des pertes de charge qui vont se produire lorsqu'il va passer le clapet anti-retour. En utilisation avec soutirage, le clapet A et B vont s'ouvrir. La pression en bleu ici va exercer une force sur la membrane qui va abaisser la soupape, obturer la vidange. En admettant que le clapet ici soit défectueux et qu'il y ait une baisse de pression en amont, pression baisse, le fluide qu'il y a dans la chambre jaune va partir en amont, mais comme dans la chambre jaune, il va y avoir une pression supérieure à la partie bleue, il va se passer quoi? Il va se passer que la membrane va être soulevée, ouvrir la soupape de décharge. Ça va vidanger la chambre jaune et le fluide pollué ne pourra pas aller en amont. Celui-ci sera en fonction normale et ne laissera pas passer le liquide. En admettant que le clapet B est défectueux et qu'il y ait un retour d'eau pour diverses raisons, de l'aval vers l'amont, le clapet B ne va pas se refermer puisqu'il est défectueux. Ça va engendrer une pression supérieure dans la chambre jaune ici. Le clapet A, lui, fonctionne normalement, il ne va pas laisser passer de fluide. La pression ici va pousser la membrane vers le haut et la soupape va s'ouvrir pour évacuer le produit pollué. Le réducteur de pression. Ici, nous avons le symbole du réducteur. Le réducteur de pression est installé après le compteur d'eau et abaisse la pression dans la conduite d'eau en aval. De ce fait, il réduit également la quantité d'eau qui arrive au robinet. Voici des exemples de réducteurs de pression. Cela, c'est après compteur. Et celui-ci, c'est un réducteur de pression pour appareil isolé. Quelquefois, on en met devant les chauffe-eau. Voici le réducteur de pression schématisé. Il y a un puisage d'eau en aval. La pression aval va baisser. Le ressort va abaisser le clapet vers le bas. Le circuit d'eau va pouvoir se réaliser entre l'amont et l'aval grâce à l'ouverture du clapet, ce qui va équilibrer les pressions entre le ressort et l'aval et garder l'ouverture du clapet tant qu'il y a puisage d'eau. La pression désirée est donc obtenue, le clapet ne se refermera qu'une fois que lorsque le puisage va s'arrêter. Le clapet va rester ouvert tant que la pression du ressort et la pression aval seront identiques. Lorsque le puisage va s'arrêter, la pression aval devient plus importante que la pression du ressort et repoussera la membrane vers le haut qui fermera le clapet.
Alors sur chaque réducteur de pression, vous avez un réglage possible. Normalement, ils sont pré-réglés à 3 bars, mais vous pouvez les régler vous-même. Il faut quand même installer un manomètre en aval pour pas mettre la régulation. Et avec un tournevis ou une cadenne, vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, vous allez augmenter la pression, et dans l'autre sens, vous allez réduire la pression. Lorsqu'on met le réducteur en route, ici, admettons que vous ayez 8 bars, et ici, vous ayez 2 bars. Pour augmenter la pression, vous allez procéder de cette manière, visser dans le sens des aiguilles d'une montre, et petit à petit, la pression va monter ici. Deuxième cas, ici vous avez toujours 8 bars, et ici vous avez 5 bars. Pour abaisser la pression, alors qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Dans un premier temps, vous allez couper l'eau, ensuite vous allez purger le réseau, et ici la pression va baisser à 0. Ensuite vous allez de cette manière-là, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dévisser complètement, et vous allez remettre à l'eau. Ici on va se retrouver avec une pression à 0. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez augmenter la pression petit à petit pour arriver à 3 bars. Le filtre à tamis, ça c'est le symbole du filtre. Un filtre est un système servant à bloquer les éléments dans un flux. Voici quelques exemples de filtres. Évidemment, ils ne se montent que dans un seul sens. L'antibélier, symbole de l'antibélier. À quoi sert l'antibélier? C'est un dispositif situé généralement au point le plus haut de l'installation. Il atténue les chocs produits par les fermetures brutales de circulation d'eau, fermeture de robinet, électrobranche, etc. On appelle ça souvent des coups de bélier. Voici les exemples. Donc ici c'est un anti-bélier ressort. Ici on a un petit clapet avec un ressort. Quand il va y avoir une fermeture brutale d'eau, le choc va être répercuté dans l'antibélier qui va faire remonter le ressort, et cette ondulation de choc ne sera pas ressentie en nature. Pareil pour le petit bélier à membrane, au lieu d'avoir un ressort, c'est une membrane. C'est un peu comme un vase d'expansion. Le groupe de sécurité, le symbole du groupe de sécurité. Le groupe de sécurité, lui, c'est un accessoire obligatoire lorsque l'on chauffe de l'eau par accumulation. Le groupe de sécurité va comporter plusieurs fonctions: une vanne, un clapet anti-retour, une soupape de sécurité et une vidange. Une vanne, nous l'avons ici en noir, qui sert à fermer l'eau. Clapet anti-retour, nous l'avons ici, là. Et ici, il va empêcher l'eau chaude du ballon de revenir dans l'eau froide. La soupape de sécurité est ici, là, avec un ressort taré à 7 bars. Elle va permettre d'évacuer le volume d'eau en surplus suite à une chauffe, puisque l'eau, je vous rappelle, est incompressible. Le surplus d'eau, parce qu'il est monté en température, il va falloir l'évacuer quelque part, donc c'est par la soupape de sécurité. Et la vidange, lorsqu'on va tourner le robinet rouge ici, en fait ça va décaler la soupape de sécurité et qui va permettre un écoulement d'eau. Évidemment, il ne se monte que sur l'eau froide et juste avant l'accumulateur. Et il ne se monte que dans un seul sens aussi. La soupape de sécurité sanitaire, ceci est le symbole. Elle a pour fonction d'évacuer une surpression
dans le réseau suite à une montée de température, par exemple. Elle est placée au plus près de l'accumulateur sans organe de coupure entre deux. Voici des exemples de soupapes de sécurité. Alors là, nous avons une soupape de sécurité pour le sanitaire et une soupape de sécurité pour le chauffage. La différence entre les deux, c'est qu'elles ne sont pas tarées à la même pression. Celui-ci va être taré à 7 bars, c'est-à-dire qu'elle va lâcher à une pression de 7 bars, alors que celle-ci va lâcher à une pression de 3 bars. Le vase d'expansion sanitaire, voici le symbole. Ils sont destinés au réseau d'eau sanitaire. Le vase d'expansion absorbe les variations de volume d'eau dues à la montée en température du chauffe-eau. Il empêche le groupe de sécurité de couler jusqu'à une certaine limite. Le vase se monte obligatoirement entre le groupe de sécurité et l'entrée d'eau froide de l'accumulateur. Un prégonflage du vase est effectué en fonction de la pression de l'installation, environ 100 g de plus. Exemple, si la pression du réseau est à 2 bar 5, on va gonfler le vase à 2 bar 6. Voici un exemple de vase d'expansion sanitaire. Généralement, ils sont blancs. Et voici le montage. Donc on a l'accumulateur, le chauffe-eau. Ici nous avons le groupe de sécurité. Et vous voyez, entre deux, on a mis un T avec le vase d'expansion. Le circulateur. Donc voici le symbole du circulateur. Il sert à faire circuler un fluide dans un circuit. Pour un accumulateur d'eau chaude semi-instantanée, on l'appelle couramment pompe de charge. Généralement, c'est ce circulateur qui est installé. C'est lui qui va faire circuler le fluide du circuit primaire dans l'échangeur. Donc là, vous avez deux sortes de circulateurs. Celui-ci va fonctionner en continu 24 heures sur 24, si vous le mettez sur un bouclage par exemple. Et celui-ci, on a la possibilité de programmer les tranches horaires. Le mitigeur thermostatique, voici le symbole. Son but va être de mitiger l'eau chaude sanitaire en sortie de ballon. Il va se placer sur l'accumulateur à la sortie eau chaude. Il va être obligatoire sur les installations solaires et on peut placer un clapet en tire-tour sur l'eau froide qui l'alimente. Voici des mitigeurs thermostatiques. Ça, c'est un mitigeur thermostatique basique. Et celui-ci, c'est un mitigeur thermostatique pour le solaire. Voilà comment on installe le mitigeur thermostatique, donc avec deux entrées, bleu et rouge, eau froide et eau chaude, et une sortie eau mitigée à la température désirée grâce à un réglage. Et on peut rajouter un clapet anti-retour sur l'eau froide s'il n'est pas intégré au clapet anti-retour. Un petit récap sur les organes que nous avons vus. La vanne d'arrêt, avec son symbole, va servir à isoler les conduites. Le filtre à tamis, avec son symbole, qui va filtrer les petites particules qui sont présentes dans l'eau. Le compteur d'eau, avec son symbole, qui va comptabiliser l'eau consommée en litres. Le clapet anti-pollution, avec son symbole. Vous voyez les deux petites purges qui sont là, sont représentées ici avec le clapet au milieu. Va empêcher les retours d'eau de l'installation privative dans le réseau public. Le réducteur de pression, avec son symbole, il va réduire la pression d'eau à 3 bars dans les maisons individuelles. Le clapet anti-pollution, tout seul, le symbole ici, va empêcher les retours d'eau. Le disconnecteur, donc organe de lutte contre les phénomènes de retour d'eau. Il possède deux clapets anti-retour et une mise à l'égout pour visualiser tout problème. Donc on voit bien sur le symbole les deux clapets anti-retour et la mise à l'égout. L'anti-bélier avec son symbole, il permet
d'atténuer les chocs produits par les fermetures brutales de circulation d'eau. Généralement, il se met en haut des circuits. Le groupe de sécurité avec son symbole. Donc c'est un accessoire obligatoire lorsqu'on branche des équipements par accumulation. 4 fonctions: robinet d'arrêt, clap anti-retour, soupape de sécurité tarée à 7 bars et robinet de vidange. La soupape de sécurité sanitaire et chauffage qui permettent d'évacuer une surpression. Celle-ci tarée à 7 bars, celle-ci tarée à 3 bars, donc réseau chauffage et réseau sanitaire. Le vase d'expansion avec ses symboles: blanc sanitaire, rouge pour le chauffage, bleu pour le solaire. Il absorbe les montées en pression du fluide. Les manomètres, c'est le symbole du manomètre, donc permet de lire une pression positive. Les circulateurs avec son symbole qui va permettre de faire circuler un fluide dans un circuit fermé. Le mitigeur thermostatique avec son symbole, il va mitiger l'eau chaude avec de l'eau froide pour avoir une température adéquate. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre sur les réseaux et les organes. Je reviendrai plus longuement sur une autre vidéo avec des schémas de principe concernant tous les organes qu'on vient de voir, où est-ce qu'on va les mettre, comment les placer, à quel endroit et leur utilité. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Merci.